Chers amis, bonjour et soyez tous les bienvenus dans cette magnifique taverne en bois du musée-parc Archéos qui nous accueille pour un nouvel épisode des recettes du Coréba où nous allons parler de lapin. Et pour ce nouvel opus, je suis en compagnie de Virginie Hillet. Bonjour. Qui est doctorante à l'université de Tours sous la conduite du professeur Bruno Loriot. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons parler de lapin aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu curieux, c'est une recette que nous a choisie Virginie. Et cette recette est tirée de l'édition Princeps du viandier de Taïwan, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, il faut peut-être préciser ce que c'est une édition Princeps, parce que c'est un terme un peu technique. Ça veut dire la première édition du viandier de Taïwan. C'est comme ça que ça se présente dans l'édition. Elle a été faite vers 1486. C'est la toute première édition d'un livre de cuisine en France et presque la première en Europe. Il y en a eu une avant en Allemagne. Donc on est sur un incunable. C'est ça. Et d'un manuscrit qui existe déjà depuis longtemps. Oui, alors le texte lui-même, il circule depuis longtemps, mais cette édition Princeps, cette première édition, en fait, elle ajoute au texte canonique, ou elle fait précéder le texte canonique qu'on trouvait aussi dans les manuscrits du XIVe et du XVe siècle, par un autre texte qui n'a rien à voir, qui est d'origine, on ne sait pas très bien, peut-être d'ailleurs ça a du rapport avec les Pays-Bas de l'époque, donc l'actuelle Belgique, et c'est pour ça qu'on a dans cette édition Princeps deux recettes, non pas une recette de Boussac de Conin, on va expliquer tout à l'heure ce que c'est, mais deux recettes, donc on va pouvoir comparer d'une certaine manière. Donc on est à la fin du XVe siècle, ça, oui. Et est-ce qu'on peut considérer que cette édition Princeps, en fait, cette première partie, qui donc du coup n'a rien à voir avec le texte de Taïwan, on apporte en fait un nouveau regard sur la cuisine de cette fin du Moyen-Âge. C'est ça. On a l'impression qu'on a affaire à une nouvelle cuisine en cette fin du XVe, nouvelle cuisine française, avec par exemple davantage de beurre, davantage de sucre. Donc voilà, mais même sur une recette ancienne comme celle que nous allons étudier, mais il y a des nouveautés. Voilà. Donc si on veut suivre l'évolution de la cuisine française, au fond, à la fin du Moyen-Âge, ce texte-là, qui est souvent méprisé, peut être un bon point de départ. Oui, parce que du coup, on a un point de comparaison entre Taïwan et quelque chose de postérieur, avec des recettes qui se sont transmises, mais qui ont évolué au fil des siècles. C'est ça. D'accord. Exactement. Alors Virginie, une recette de Boussac de lapin. Alors Boussac, déjà, le nom est assez rigolo, mais pourquoi du lapin? Tout simplement parce qu'un des a priori sur le Moyen-Âge qui revient régulièrement, c'est que le lapin n'est pas consommé. Et je voulais justement mettre en avant que même s'il était peu présent dans les réceptaires, on le retrouvait en France, dans les Pays-Bas méridionaux et dans d'autres pays. D'où le fait que je voulais utiliser cette viande que vous n'avez pas encore mis en avant dans les recettes de Coréma. Je crois que c'était bien d'avoir un panel complet des viandes que l'on mange encore facilement aujourd'hui. Alors le lapin, il est quand même connu au Moyen-Âge. On le retrouve souvent dans des marginalia, avec des postures un petit peu coquines, on va dire. En fait, là, je pense que c'est la lubricité disons sa propension à la copulation qui prête ce trait lubrique au lapin. Mais en cuisine, qu'en est-il? Est-ce qu'il a des vertus Déjà, son nom de Conin veut dire... comme tu le fais si bien remarquer, des allusions très lubriques. Oui. Mais en cuisine, on remarque juste qu'il a cuisiné principalement en ragoût ou en civet et en pâté, mais il est bien présent. D'accord, très bien. Alors, on a quelques ingrédients sur la table. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que l'on va utiliser? Bien sûr. Et ensuite, peut-être Bruno, tu pourras nous lire les recettes pour voir justement, pour qu'on puisse comparer. Mais déjà, dans les deux recettes, on a pu remarquer que dans la seconde recette, on ne parle pas du tout des épices. On suppose que c'est une recette tronquée, donc ça, on va déjà devoir supposer avec la première recette ou d'autres recettes des viandiers. Au niveau des ingrédients, on a bien sûr le lapin. Qui sera accompagné pour probablement faire la liaison de la sauce de foie. Ici, c'est du foie de volaille. Avec cela, on a le bouillon, un vin vermeil, du vinaigre et le pain pour faire la liaison, plus les épices qu'il faudra demander à Bruno de nous mentionner dans la recette. Ok, donc tout ceci, ça va mijoter ensemble très certainement. Une pointe de verjus également, je crois, que l'on n'a pas sur la table. Très bien. Alors, Bruno,
Qu'en est-il du déroulé de la recette? Oui. Si vous voulez, je vais vous lire les deux versions des recettes, mais je vais commencer par la plus ancienne, c'est-à-dire celle qui vient de la tradition du viandier, parce que c'est un peu la matrice de l'ensemble, même si, comme l'a fait remarquer Virginie, il manque quelque chose d'important. Donc je vous lis cette recette. Boussac, alors c'est une recette de lièvre, évidemment, puisque beaucoup de recettes pour Conin sont aussi des recettes pour lapin, donc sont aussi des recettes pour lièvre. Donc voilà, c'est ça un peu le point de départ. Et est-ce qu'à l'époque de Taïwan, oui. On consommait déjà le lapin? Oui, oui. D'accord. Oui. Il y a du lapin de Garenne dans les garennes royales. Donc dans des mottes. Oui. Et quand apparaît le lapin en définitive en France? Alors en France, c'est une longue histoire. Hein, c'est le trajet du lapin, le grand voyage du lapin depuis l'Espagne. Le point d'origine du lapin, c'est l'Espagne. Et donc, à partir de là, il remonte progressivement en Europe et notamment en France. Hein, et on le suit pas à pas. Disons, c'est déjà aux alentours du XIe, XIIe siècle, on a pas mal de témoignages sur le lapin. Hein, d'accord. Voilà. Et donc, le terme apparaît avec cette espèce d'équivoque dont on a parlé. Donc, c'est à la fois le sexe féminin et en même temps ce terme de conin, donc qui vient du latin, cuni, coulis, parce que l'Espagne faisait partie de l'Empire romain. Donc on connaissait le lapin déjà. Très bien. Voilà. Alors, boussac de lièvre. Boussac de lièvre ou de conin. Aller en broche ou sur le grill. Aller, ça veut dire griller. Hein. Puis découper par pièces et mettez souffrir en sein de lard. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire souffrir cette pauvre bête, hein. On va la mettre à frire dans le lard, on va dire. Prenez pain brun, défaites de bouillon de bœuf et de vin, coulez, faites de verjus, soit bien noir et non pas trop liant. Alors là, ce qui nous frappe, c'est l'absence d'épices. Pourquoi? Parce que l'édition Princeps du viandier est souvent très fautive. On a l'impression de quelqu'un qui utilisait des manuscrits et qui n'avait absolument aucune idée de la signification de ce qu'il copiait et de ce qu'il imprimait ensuite. Donc, il va falloir rétablir les épices à partir de la tradition, et pour ça, on peut prendre la seconde version, beaucoup plus développée, qui est de la fin du XVe siècle, qui est plus représentative de cette nouvelle tradition et qui est plus détaillée. Donc, je vous la lis. Boussac. Boussac de lièvre qui sera refait pour bouilli et dépecé par pièces. Donc là, il y a toute une préparation antérieure, à base d'eau chaude, enfin d'eau bouillante, etc. Et puis, le mettez en un pot et le sous-frisez. Vous vous souvenez tout à l'heure, souffrir, donc c'est la même chose. Donc dans de la graisse. Dans de la graisse, mais on ne nous dit pas laquelle. Oui. Hein. Ayez du bouillon de bœuf à le souffrir, donc on va utiliser aussi ça, dedans le pot, et prenez du pain et le halez, faire griller du pain, et quand il sera halé, vous le mettrez trempé, et des foies de poulaille, et coulerez, et mettrez de la cannelle, du gingembre, et des menus épices, c'est clous de girofle et graines de paradis. Mettez avec le pain et faites les épices de vinaigre et mettez bouillir tout ensemble de verjus et de bon vin vermeil, c'est-à-dire rouge, et faites tout bouillir ensemble. Donc effectivement, on peut reconstituer l'ensemble des ingrédients grâce à cette deuxième recette, mais on voit bien que sa formulation est très compliquée. Elle est très obscure, en fait. On a l'impression de quelqu'un qui n'a rien compris, quoi. Donc, il va falloir faire avec ça. Bon, ben, on va se mettre à la cuisine. Eh bien, nous voici partis pour démarrer cette double recette de Boussac. Version viandier Taïwan, ce qui me concerne, et version nouvelle cuisine pour Virginie. Alors, c'est quoi la différence? Alors, en ce qui me concerne, on me demande de rôtir ou de griller mon lapin. D'accord. Alors, Virginie? Mais moi, comme vous pouvez le voir, c'est en train d'être pourbouilli. Donc, mon opération de pré-cuisson, c'est de cuire dans de l'eau. Comme on ferait, on dirait aujourd'hui,
blanchir la viande. Oui, un peu tout à fait, un oui. peu plus. Alors, moi, là, pour l'instant, j'ai simplement mis mon pot en chauffe pour les cuissons ultérieures, parce qu'une fois que la viande aura pré-cuit, il va falloir que je la mette dans du sein de lard, donc dans du sein doux, et que je la fasse revenir dedans. Et pour hâter la cuisson, ben, je fais déjà chauffer le pot pour que ça aille plus vite. Et pour ma part, ça sera aussi la même chose. Je vais utiliser le sein doux pour faire souffrir la petite viande qui est en train de pourbouillir. Alors, souffrir, hein, c'est pas faire du mal à l'animal, hein, c'est, comme on l'a dit, hein, c'est frire, c'est mettre dans la matière grasse. Hein, en fait. Donc, c'est pas une cuisson complète, hein, c'est simplement une pré-cuisson. Donc, c'est pour ça que je ne la laisse pas très longtemps. Waouh! Ben moi, je vais commencer à préparer la suite de la cuisson. Donc, je vais mettre du sein doux dans mon pot. Donc le terme, c'est sein de lard. Voilà, du sein de lard. On interprète ça comme sein doux, en effet. On pourrait utiliser du lard de colonnata ou du lard, mais ça ne donnerait pas le même résultat. Donc, dès que la viande sera saisie, on va enlever la grille directement et mettre les pots sur la braise. Et ça permettra d'avoir une cuisson correcte. Là, le fait d'avoir le pot simplement devant la braise, ça permet de le monter tout doucement en température, éviter qu'il y ait un choc thermique trop violent aussi, que le pot n'éclate. Voilà, hop, je mets mes cuisses dans mon pot et on va pouvoir enlever le grill. Et à mon tour de faire la même chose maintenant que le sein doux est fondu. Donc là, on n'est pas au centre du foyer, mais voilà, ça chauffe bien quand même. Hein. On a quand même mis bien les braises autour, voilà. Donc ce qui va permettre quand même d'avoir une bonne température. Oui. Alors on fait sauter, sauf que là on a pris le parti de prendre des pots qui sont fermés, hein, pas des poêlons ouverts. Donc ça va garder quand même une certaine humidité. Les viandes ne vont pas caraméliser comme quand il y a une forte évaporation. Donc le goût est quand même différent quand on est en céramique dans un pot fermé que quand on est sur une poêle de fer complètement ouverte. D'accord. Virginie, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un nouveau pot qui est apparu. Oui, c'est notre bouillon de bœuf qui est mentionné dans la recette. Étant donné que j'ai beaucoup plus d'étapes à faire, je vais déjà rajouter le bouillon de bœuf parce que ça a bien soufri dans mon sein doux et maintenant il faut que je fasse souffrir dans du bouillon de bœuf. Oui, parce que dans cette recette, il y a un peu... Enfin, c'est très compliqué, hein, cette recette longue. Oui. Il y a peut-être une petite ambiguïté parce que je crois que si on se réfère à un parallèle dans un livre de cuisine flamand, Tout à fait. on trouve peut-être une idée différente. Bien que ça ne porte pas le terme de boussac, on a une recette en néerlandais dans le Vandernoot qui est relativement... Début 16e. Début 16e, 1414... 1514, pardon, oui. Qui parle, lui, de souffrir d'abord dans la graisse de bœuf, ce qu'on a fait, vu qu'ici, on n'avait pas d'informations sur comment on devait souffrir. Et puis, je suis repassée sur la version française qui dit qu'il faut souffrir dans le bouillon de bœuf. Oui. Donc, j'ai deux étapes de souffrition. Voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une confusion sur ce terme souffrir, où dans souffrir, normalement, c'est de la graisse. Et là, souffrir dans du bouillon, c'est une sorte de contresens. Voilà, mais peut-être que ça évolue les termes. C'est possible, c'est possible. Bon, ben moi, je vais vérifier, hop, ce qui se passe à l'intérieur. Oui, ben là, Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Si, il y a toujours de la graisse au fond, mais il faut remuer un petit peu. Là, ma viande, elle commence à être très bien saisie. Alors, je vais préparer ma future liaison. Il faut que je fasse griller du pain. Dans ma recette, je dois avoir quelque chose de très noir derrière. Grillé. Voilà, donc je vais utiliser du pain de seigle qui est déjà un peu foncé. Hein. Je vais directement le griller sur le charbon, sur la braise. S'il y a un peu de traces de charbon, ça ne me gêne pas. De toute façon, ça aidera à la digestion et à ce que ça soit bien noir. Et après, une fois que mon pain est bien grillé, eh bien, je vais le délayer dans du vin rouge et c'est ce qui fera la couleur foncée de ma sauce. Alors, je vais prendre donc 2 tranches de pain et je les mets directement à la braise. Il ne faut pas non plus que le pain soit complètement carbonisé. Hein. Le but, c'est de le faire griller. Et en fait, on
En cuisson directe à la braise, hein, mon pain ne se souille pas forcément. Et moi, comme je n'ai pas d'indication de la couleur noire, on m'a juste dit qu'il fallait haler mon pain. Je suis partie sur un pain plus basique, blanc, pour justement avoir un plus grand contraste de couleur. Puis un plus basique, un pain blanc, c'est un pain de froment. Oui. Donc ça correspond aussi un peu plus au statut de la recette. Un peu aristocratique. Ouais. Moi, sur un pain de seigle, c'est plutôt un pain rustre, mais qui va contribuer à la couleur de ma sauce. Ah, ça va vite, hein. Alors, il faut vraiment le retourner régulièrement pour ne pas qu'il brûle, mais là, il commence à être bien halé. Là, il est halé. Maintenant, je vais essayer de le brunir, de le laisser un peu plus pour qu'il devienne presque noir. Mais pas carbonisé non plus, sinon ça va donner un goût. Le fait de griller le pain, c'est vraiment une opération à part entière. Je pense que dans la cuisine au Moyen-Âge, il y en a qui s'occupaient à cette tâche. Peut-être sur un foyer déporté, hein, sur un foyer à part, parce que là, on voit bien que nos pots sont sur le foyer, on a enlevé la grille, mais si on a un deuxième foyer et qu'on fait le... Ou alors, on le fait en amont, c'est quelque chose qui peut se faire aussi en amont, et préparer du pain grillé, broyé, c'est-à-dire une chapelure en fait, et avoir une réserve de chapelure pour la cuisine. Et donc moi, avec mon pain à lait, j'ai une problématique, parce qu'il est marqué de le faire tremper. Mais je ne sais pas dans quoi. C'est les obscurités de ce livre. Exactement. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Je sais que je dois utiliser du vin rouge. On peut supposer que c'est la même chose, non? Il n'y a pas du vin vermeil à un moment? Si, dans ma recette, tout à la fin, j'ai du vin vermeil. Et on me parle aussi des foies. Donc je vais utiliser déjà les foies pour imbiber, étant donné que c'est aussi un élément de liaison. D'accord. Donc me revoilà avec la question dans quoi je vais tremper mon pain. Étant donné qu'on parle de foie, j'ai utilisé des foies que j'ai mixés par facilité pour mettre avec le pain. Et je vais mettre grosso modo l'équivalent de un bon foie pour imbiber mon pain. Mais comme ce n'est pas assez liquide et que plus loin dans la recette on me parle de vin rouge, je vais déjà ajouter ce vin vermeil pour faire ma liaison. Donc voilà mon pain à lait trempé dans un mélange de foie mixé et de vin qui va me servir un peu plus tard pour lier ma sauce. Et que l'on n'a jamais assez de vin et qu'aucune mention de quantité, je me permets de rajouter un peu plus de vin. Alors moi aussi, je vais utiliser le même vin rouge, hop, que je verse sur mon pain. Et on va bien le faire imbiber. Et quand celui-ci sera imbibé, eh bien on va le rajouter sur le lapin. Alors vous m'avez déjà vu faire dans une recette précédente, je n'hésite pas à venir malaxer mon pain avec les doigts. Surtout que là, il est grillé, il est beaucoup plus dur. Et si on veut avoir une bonne liaison, il faut vraiment que le pain se défasse entièrement. Alors pour ceux qui réaliseraient cette recette dans leur cuisine moderne, n'hésitez pas à passer ce mélange de pain et de vin directement au mixeur pour avoir une sorte de liquide épais assez homogène. Ça évitera d'avoir des grumeaux. Allez, on rajoute le pain et le vin. Donc je me rends compte tout de suite que je n'ai pas assez de liquide, donc je vais rajouter un peu de vin. Voilà, pour presque couvrir mes cuisses. Et je mélange aussitôt. Les cuisses sont déjà assez cuites parce qu'on voit que la viande se détache un petit peu des os, mais pas encore assez. Alors je vais laisser bouillir ainsi dans le vin. Les cuisses vont prendre du goût, la sauce va se lier assez naturellement. Et dans quelques minutes, on va voir ce que donne ma recette. Encore une incompréhension dans ma recette, parce que d'une part, ils me mettent de couler les foies avec le pain dans le pot, mais quelques lignes plus loin, on me parle des épices que je dois rajouter au pain avant de le faire couler dans le pot. Donc, on va déjà préparer notre mélange d'épices. J'ai d'abord un mélange de clous et de graines, dans lequel je vais rajouter le gingembre et la cannelle, pour pouvoir arriver à délayer tout avec du vin aigre. Et donc ce mélange de vin aigre, donc de vinaigre et d'épices, je vais le rajouter sur mon pain pour continuer à bien l'imbiber. Et maintenant que le tout est bien ramolli,
Soit vous le faites à la fourchette et ça vous prend un temps fou, soit vous y allez avec les doigts, comme Fabien nous l'a très très bien montré. Et on va rajouter le tout dans notre pot, où pour notre part, on a déjà un bouillon qui s'est déjà bien évaporé. Donc on va probablement devoir moins rajouter de vin tout à l'heure, étant donné que c'est encore une étape qui suit chez nous. Vous ne le voyez probablement pas à la caméra, mais j'ai encore du bouillon jusqu'à mi-hauteur par rapport à mes cuisses de lapin qui sont un peu moins avancées que celles de l'autre pot, parce que ma chair tient encore très bien aux os. Donc maintenant, la recette dit d'attendre et de faire bouillir le tout. Bien, me revoici derrière mon pot. Petite chose, tout à l'heure, quand j'ai mélangé mon pain avec le vin, j'ai omis de mettre du bouillon de bœuf. Alors, qu'à cela ne tienne, je vais en rajouter un petit peu dès maintenant. Avec du précieux verjus, donc toujours ce jus de raisin vert non mûri. Et il n'y a pas d'épices? Ben ça, justement, c'est la grande question. Dans cette version-là de Taïwan, aucune épice n'est mentionnée. Alors, que faire? Est-ce qu'on prend les épices principalement utilisées à cette époque ou est-ce qu'on on extrapole? Alors, en fait, si on étudie la tradition manuscrite, les autres manuscrits, enfin les manuscrits, c'est ça celui de Sion, la Bibliothèque nationale, Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque Vaticane, utilisent tous des épices. Donc, je pense que là, il y a une erreur de l'édition Princeps. Il manque une phrase, une ligne, peut-être, dans la recette. Et donc, à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça serait bien de rajouter des épices, les mêmes, au fond, que celles qu'on trouve dans la tradition. C'est-à-dire, il y a gingembre, cannelle, clou de girofle, et la graine de paradis. Et graines de paradis, très bien. Voilà, c'est ça. Bon, alors là, j'ai mon mélange de girofle et de graines de paradis. Alors, je choisis de les mettre entières, même si c'est vrai, la graine de paradis diffuse plus de parfum si on la moue. Alors la cannelle, le fait de l'utiliser moulue, attention, si on en met trop, ça peut rendre la sauce glaireuse. Donc sur des sauces, il vaut mieux la privilégier en bâton. Mais allez, là je fais avec ce que j'ai sous la main. Et du gingembre. Et comme j'aime ça, j'en mets un peu plus. Voilà. Donc là aussi, tout est question de goût et d'interprétation de la recette. Virginie l'a très bien dit tout à l'heure, et quand on épice, on épice soit à son goût, soit au goût de celui que l'on sert. Voilà. Alors j'ai une sauce qui commence à s'épaissir un petit peu grâce au pain, mais qui reste bien liquide. Dans la recette, il est bien précisé, ne soit pas trop liant. Oui, c'est ça. Donc voilà, cette sauce donc, du coup sera servie en écuelle et non pas en tranchoir. Mais on verra ça tout à l'heure. Allez, on laisse un petit peu finir et on va voir où Virginie en est avec la sienne de recette. Pour ma part, il reste encore 2 étapes dans la recette. La première, ça consiste à ajouter du liquide. J'aurai besoin donc de verjus et de bon vin vermeil. Et après, il faudra tout simplement faire bouillir. Et là, je commence également à voir que mon lapin est en train d'être correctement cuit. Donc ça va vraiment être juste de faire encore bouillir pour bien mélanger le tout et avoir une liaison des liquides que je viens de rajouter, l'onctuosité, et on pourra passer à la dégustation. Très bien. Alors nos recettes sont quasiment terminées. On va les laisser encore un petit peu mijoter, ce qui aura l'avantage de casser l'alcool du vin. Et on se retrouve dans quelques minutes à table pour pouvoir déguster ces 2 recettes comparées et surtout vous dire ce que l'on en pense. Chers amis, nous voici au terme de cette recette de Correva concernant le boussac de lapin, le moment tant attendu de la dégustation. Nous allons commencer par la recette plus ancienne. Je rappelle qu'il y a plus d'1 siècle qui sépare les 2 recettes au sein du même réceptaire. Donc la plus ancienne, c'est la mienne, mais le meilleur pour la fin. On verra. On verra. Alors là, on a une belle couleur. Bien noire, donc la sauce est bien liquide.
Donc on nous a préconisé dans la recette que ce ne soit pas trop liant. C'est parfait, merci. Mais il n'est pas trop cuit, c'est-à-dire il ne se défait pas, quoi. C'est bien ça. Le risque du lapin, c'est une viande qui devient toute sèche, quoi. Oui. Bah, tout à l'heure, il se décollait un petit peu des os, hein, donc, ce qui m'indiquait que la cuisson était assez bonne. Là, c'est bien. Mais là, c'est vrai parfait, qu'on a une certaine fermeté. Sans que la viande ne soit dure. Parce que voilà, la difficulté, c'est de laisser trop cuire et donc d'avoir une viande qui durcit et du coup que ça soit un peu moins agréable. Oh là, moi, ils font très bien dans la bouche. Hein. Bah oui. C'est parfait. Non, la cuisson est... Et la sauce est bien noire. Oui, c'est ça, bien noir. suffisamment relevé. On n'a pas le goût de l'alcool. À mon goût personnel, il manque un petit peu de verjus. J'aurais peut-être préféré avoir une pointe acide légèrement plus prononcée. Oui, moi ça va pour moi. Mais ça reste agréable. Bon, eh ben on aurait mis une bonne note à Taïwan pour cette recette. Eh bien, après avoir dégusté ce boussac de lapin version ancienne, une version plus moderne qui est la tienne. Déjà, première impression, c'est qu'il s'agit d'une couleur plus claire. Certaines versions disent brun, d'autres noir. Donc voilà, on a une gamme quand même Étalée. étalée. Je Mais vous là- rajoute un peu de sauce ou... Ah oui, Le vin rouge, de toute manière, amène cette couleur un peu pourpre. Hein. oui c'est ça. A priori, la consistance de la sauce est à peu près pareille. Hein. Ouais, la consistance est la même. Mais là, du fait des foies également, on est sur quelque chose qui est plus violet que brun. C'est peut-être les foies en effet. Ouais. C'est bon, c'est très bon. C'est bon aussi. La viande n'a pas la même consistance. Elle n'a pas du tout la même consistance. du tout. Pas du tout. Et On dirait une cuisson à basse température en fait. Un peu, non Oui. En fait, objectivement, elle a cuit plus longtemps, non Oui. C'est ça. Mais en permanence dans un liquide. Ouais, c'est ça. l'impression que la présence des foies dans la sauce amène une onctuosité différente en fait. Autant sur la précédente, je trouvais que la consistance de la sauce était très bien. Mais là, on a une sorte de velouté en Ouais, fait. c'est ça. Les épices, on les sent pas de la même manière. Après, ça, c'est le doigt. c'est ça, le tour de main de chacun, on va dire. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à épicer assez généreusement. Mais ils sont quand même présents et, Ils sont présents. et le mélange est assez harmonieux. Mais je crois qu'on voit la différence parce que tu es parti sur des clous de girofle et les graines entières, alors que moi je suis passée sur quelque chose de concassé. C'est vrai. Ouais, quelque chose de moulu. Alors, chers amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez reproduire cette recette soit au feu de bois comme nous l'avons fait, soit dans une cuisine plus contemporaine. En attendant, n'hésitez pas à découvrir toutes les autres recettes sur notre chaîne YouTube de Corema. Et puis, likez, mettez un pouce bleu, commentez, envoyez-nous vos photos. Nous avons également notre page Facebook Corema. Et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine recette.